Bienvenue à votre magazine Le Point qui reçoit aujourd'hui Maître Ferdinand Cambéré qui est secrétaire permanent adjoint du PPRD. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci John pour l'invitation. Alors, comment se porte le PPRD? Le PPRD se porte bien. Certes, il a été mis à l'épreuve de la démocratie lorsque nous avons connu, alors que le PPRD en tant qu'un grand parti au sein du FCC qui avait la majorité parlementaire, mais avec le président actuel, il a voulu faire un passage à force pour se donner une majorité fabriquée en cours de législature sans passer par les souverains primaires. C'est ce que nous avons subi. Il y a eu ce qu'ils ont appelé transhumance. Et il disait qu'il voulait organiser une nouvelle coalition parce qu'il ne voulait plus de la coalition FCC-CACH qui était plutôt régulière parce qu'il y avait même un accord. Mais ils ont fabriqué leur union sacrée sans aucun accord jusqu'à ce que, comme vous le savez, les sociétaires ont beau crier, mais les chefs de l'État ne les écoutaient pas. Mais la gestion du pays aujourd'hui est ce qu'elle est, où c'est la volonté du chef compte. On voit un Premier ministre sans aucun soutien en réalité d'une majorité au sein du Parlement, parce qu'en réalité, ce qui est au niveau du Parlement, ce n'est qu'un conglomérat de ce qu'ils appellent les députés, mais qui, pour voter pour les décisions au gré du pouvoir, ils doivent être corrompus, ils doivent recevoir des jeeps, ils doivent recevoir tout ce qu'ils veulent. Jamais du côté du peuple. Je l'ai dit, non seulement le peuple lui-même a assisté à ce qu'on a appelé les dossiers RAM, qui est une escroquerie massive de la population, et se servant de cette majorité, et vous avez vu que la question RAM demeure et continue à faire souffrir la population. La deuxième question, c'est la question de l'état de siège, où on voit bien que le gouvernement patauge et ne sait plus quoi faire, alors que la mission de sauvegarder l'intégrité territoriale appartient à nos FRDC conformément aux articles 187, 188 et suivants de la Constitution. Mais on a vu tout le long, alors qu'il a déjà proclamé l'état de siège et que tout le monde croyait que ça allait être une machine rapide pour pacifier l'Est de la République, à commencer par le Nord Kivu, l'Ituri. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vu. C'est plutôt d'abord une diabolisation de sa propre armée, lui en tant que commandant suprême, le président de la République, lorsqu'il était à Bunia, et qu'il traitait cette armée des affairistes. On les a vus déloger à l'état-major général. Je voudrais citer par là. Allez-y, parce que ça fait 5 minutes d'entrer en matière. RFI nous a dit aussi qu'il y a déjà des accords signés pour que ce soit l'armée ougandaise qui vienne pacifier l'Est, ce qui ne fait que continuer à donner la chair de poule à tous les peuples. C'est qu'on se dit finalement où est-ce qu'on est en train d'aller avec cette union sacrée, avec tout cet tâtonnement au sommet de l'État. Bien, voilà donc, bien, oui, merci. On comprend bien que vous êtes... c'est un peu un regard amer. Bon, c'est tout à fait normal. On ne pourrait pas s'attendre à autre chose. Mais dites-moi, pour revenir point par point sur ce que vous avez dit d'entrée des jeux, parlant de la majorité factice, est-ce que cette question ne pose pas celle aussi de la solidarité de la majorité qui était la vôtre, parce que le FCC-CACH, non, plutôt les FCC, qui était votre plateforme, qui est votre plateforme politique, avait cette majorité écrasante au sein de la même Assemblée nationale, donc au cours de la même législature, qu'il se soit passé ce qui s'est passé actuellement, est-ce que ça ne pose pas un problème sur les bases
de cette majorité-là? De la classe politique, évidemment. Je crois que c'est le cas de le dire, la remise à question de la classe politique congolaise elle-même. C'est cela. Nous entrons en politique ou nous faisons la politique pour qui et pourquoi? C'est ça qu'on doit pouvoir cette question, se dire. est-ce qu'elle avait été aussi posée à la constitution du FCC? Parce que si vous y aviez trouvé des réponses, je pense que vous auriez pu avoir la possibilité de verrouiller cette majorité qui s'est désagrégée, qui a fondu comme neige au soleil. Non, vous savez que la pression qui avait commencé sur l'ancien régime, le régime du Raïs Joseph Kabila Kabange, vous les connaissez, c'était une pression extérieure, financée par l'extérieur. Et surtout lorsqu'ils ont découvert que cet homme avait une vision pour ce pays et allait vers cette possibilité de lui donner de vivre ou de donner aux Congolais de vivre de ses propres ressources. Il a eu 18 ans, mais ce n'était pas terrible à la fin. Il a eu 18 ans pour ça. C'était pas peu. 18 ans, John, il faut toujours se dire 18 ans, mais il a d'abord trouvé le Congo dans quel état? Bon. Parce que 18 ans, c'est après quand même 32 ans de gâchis avec le mouboutisme. Et que lorsque Mouzé arrive et qu'il commence la refondation de l'État, parce qu'il fallait redémarrer après la conférence nationale, on n'a pas su remettre le Congo sur ses pieds pour qu'il avance. Il a fallu donc que Mouzé arrive et que finalement, lorsqu'il se débarrasse de tout ce qui était virus dans l'AFDEL, parce que lui-même l'a traité de conglomérat, mais trop tôt, on l'a assassiné. Quand on l'assassine, c'est son fils qui vient et il doit pouvoir répartir sur les bases qu'a le CMZ pour redonner la chance à ce pays pour qu'il soit refondé en tant que nation. Donc il a fallu d'abord mener la guerre, convaincre tout ce qui était à l'Est, pour la plupart, parce que les 3/4 du pays étaient déjà entre les mains des rébellions, vous le savez. Il a donc fallu recourir au dialogue de Sun City pour redonner la chance à ces pays de se remettre ensemble et de se donner des institutions fiables. Et c'est ce qu'il a fait. Il a organisé les élections. Je vois où vous voulez en venir, mais est-ce que vous pouvez accepter que ceux qui sont au pouvoir actuellement en disent autant? Ils ont à peine 2 ans ou 3 l'année prochaine, mais ils ont trouvé un pays qui était mis en moule par un pouvoir totalitaire des 18 ans et un autre des 32 ans. Et vous voulez leur demander, parce que vous avez déjà évoqué la question du social, évidemment, mais comment voulez-vous qu'après 32 ans et 18 ans, les autres, en moins de 5 ans, vous leur demandez des miracles que vous n'avez pas opérés? John, ce n'est pas de la bouche d'un journaliste comme vous, qui connaissait bien l'histoire de ces pays, qui pouvait dire que c'est pendant 18 ans qu'on a mis à moule ces pays. Joseph plutôt l'a trouvé à moule et qu'il a donc dit le relever pour réorganiser les élections dans ce pays. D'abord, lui doter d'une constitution, la constitution que nous avons aujourd'hui, et que nous disons qu'elle est tout le temps violée par les régimes actuels, pour qu'elle soit là et qu'on organise les élections, première législative, deuxième et troisième, où il ne se représente pas, et des élections organisées par les fonds propres. C'est donc un pays qui était réellement mis debout. On était en train de reconstituer l'armée. Mais j'aimerais que nous essayions de trouver des indicateurs objectifs, parce que ce que vous dites, on peut considérer ça un peu d'un regard partisan, ce qui est... on ne vous en tiendrait pas rigueur. Mais prenons lorsque Joseph Kabila est arrivé au pouvoir en 2001, si on rentre dans notre économie, aujourd'hui, c'est vrai, on met en avant-plan les taux du dollar, mais certes, il y a d'autres paramètres. Mais prenons ces taux qui traversent l'économie nationale depuis autant de temps. Combien il était quand Joseph Kabila est arrivé et combien il était à la fin? C'est là que vous pouvez évaluer comment notre économie s'en est allée et donc aussi la situation sociale de la population. Est-ce que pour cela... C'est le devoir que je donne à tous ceux-là qui parlent de 18 ans de Kabila. Oui. Il a trouvé le Congo où? Parce que si on parle au moins du taux du dollar aujourd'hui, si on commence à parler de discuter des budgets, des débats de budget qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale,
aujourd'hui, c'est quand même avec Kabila. Nous, on a grandi, on ne connaissait pas tous ces débats-là. À l'époque de Mobutu, on ne savait pas ce que c'est. Donc c'est à ce genre-là qu'il faut demander combien Kabila a trouvé pour que vous parliez des gâchis de 18 ans. Non, il n'y a pas eu gâchis avec Joseph Kabila Kabange. En tout cas, il a remis ces pays sur le rail d'un État responsable et on l'a vu les laisser justement dans des conditions au moins où on savait déjà parler de combien de réserves stratégiques laissées au niveau des banques, c'est à terme de milliards. Est-ce qu'il avait trouvé ça? Non. Et il a laissé combien? Oui, plus ou moins 2 milliards. Tout ce qu'il y a eu comme route bâtie de plus de 5000 km de routes asphaltées quand même, c'est Joseph Kabila Kabange. Ça veut dire qu'il a trouvé un pays dans un état et il a remonté sur le plan politique, sur le plan économique aussi, sur le plan social aussi, parce que nous pouvons rentrer sur tous ces bilans-là pour dire aux gens qui sont là, n'utilisez pas ça comme prétexte. Vous avez le pouvoir depuis 3 ans, parce que c'est au moins janvier 2022, c'est à 1 mois seulement. Vous avez le pouvoir depuis 3 ans, il ne vous reste plus qu'une année. Le pouvoir effectif, ils l'ont eu qu'après la dislocation de la coalition FCC-Cash, parce que de cette époque-là, vous savez très bien que le chef de l'État actuel était traité de tous les noms d'oiseaux par les FCC, qui les considéraient comme juste un pantin. Non, c'est faux, John, parce que vous le savez, comment ils ont créé des gouvernements parallèles depuis, alors que Tshibanda, avant même que Ilunga ne vienne, alors que c'est Tshibanda qui était là, nous avons connu le programme de 100 jours, qui a été exécuté par les cabinets du président lui-même, mais où il y a eu des millions qui sont partis, combien ont été jugés par rapport à ça? Plusieurs autres programmes qui ont été exécutés même sous Ilunga, et aujourd'hui, ça, Malukonde qui n'est venu, et qu'après, ça continue dans ce même rythme-là, où rien n'est fait. Donc, il ne peut pas dire qu'ils n'ont eu l'effectivité du pouvoir qu'avec l'arrivée de Sama. Non, c'est dès la prestation du serment par les chefs de l'État qu'il a commencé à travailler. Mais vous savez très bien qu'avant, après qu'il ait fait les consultations, ou avant qu'il ait fait les consultations, il a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait décidé de tourner le dos à cette coalition. Enfin, disons qu'il avait donné, entre autres raisons, le fait que vous, ses partenaires politiques, vous n'avez pas d'estime ou de considération pour lui. Et plusieurs fois, il a dû se retenir parce que, et ça, tout le monde le sait. Hein? Et ça, tout le monde le sait. John, tout le monde sait quoi. Tu sais, lorsqu'on est en train de gouverner, on doit faire attention avec les propagandes, avec les promesses fallacieuses. Parce qu'on est très vite rattrapé par la réalité. Très vite. Parce que c'est vous qui dirigez, c'est vous qui devez donner des solutions. Depuis qu'il avait dit ça, qu'il était ridiculisé, qu'il était bloqué par Kabila, mais depuis qu'il n'est plus avec Kabila, quel est le peuple qui l'applaudit? Vous commencez par les Kasaï, vous allez au Bandundu, vous allez au Katanga, vous allez au Kivu aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme déboire derrière l'état de siège. Qui est en train de l'applaudir? Mais en tout cas, il n'a pas été vomi comme le régime Kabila, qui a été voué aux gémonies. Mais non, je crois que je voudrais qu'on puisse évoluer. Ceux qui sont en train de nous suivre, John, certainement qui sont en train de se dire, mais John, c'est maintenant qu'il arrive au Congo ou il tombe par quelle planète? Non, bon, John, ça veut dire, c'est comme je l'ai dit, oui. Quand on ne gère pas par des promesses, on gère par des réalisations, et c'est pas des actions. La population qui nous attend regarde comment on gère le processus électoral, alors que ce qui est prescrit dans la Constitution, c'est la régularité du processus électoral par l'article 211. Ça veut dire que les 5 ans de mandat, personne, dès que tu as le pouvoir, ne peut plus rêver que chaque fois, au bout de 5 ans, il va trouver des prétextes pour ne pas organiser les élections. C'est ça la régularité, le mot régulier, un processus régulier. Mais regarde comment. Mais ça sera bien le cas. On a bouché les oreilles pour recevoir. Il y aura des élections. Mais avec quelle CENI? Parce que la CENI qui est là n'est qu'une CENI de l'Union sacrée. Mais non, nous avons cru qu'il y a eu un pas avec... Vous avez pris votre liberté, comme l'opposition de l'époque.
de ne pas en faire partie. Et ça, on ne pouvait pas arrêter la République à cause de vos caprices. John, ils sont en train de se tromper, ceux qui croient que nous ne voulons pas participer à ça. Mais nous ne voulons pas... Vos postes sont toujours réservés. Jusque-là, personne ne les a occupés. Mais je crois que comme la nature a horreur du vide, il est possible que des candidats du FCC se pointent. Eh bien, on constatera. Les élections, c'est l'affaire du peuple. Ce n'est pas l'affaire d'un régime. C'est ça que ce régime actuel doit d'abord savoir. Moi, je me demande pourquoi le chef de l'État a perdu son temps en envoyant tous les chefs de corps des institutions, le président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre et son conseiller spécial en matière de sécurité auprès du prélat, auprès de tout ça. Si, en les invitant à la sortie, le lendemain, lundi, ils doivent dire qu'ils ne sont pas dans ce processus-là. Ça veut dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce processus-là. Vous allez dire vous avez sélectionné lequel... d'écouter les propos de Monseigneur Outembi. Vous avez eu une écoute sélective ou bien c'est tout ce qu'il avait dit selon vous? Non, de toutes les façons, le secrétaire général de la CENCO était devant vous. Le secrétaire général de la CENCO est venu tenir une conférence de presse le lendemain du jour ou 2 ou 3 jours après. Mais les évêques étaient là et c'était assumé, ils étaient en grande délégation. Et les propos qu'ils ont tenus étaient bien clairs. Voilà, tournons la page, avançons avec celui qui est là, c'est-à-dire Kadima à la tête de la CENI. C'est ça la récupération par votre collègue Giscard Poussema, parce que je l'avais moi-même suivi sur Top Congo et je ne faisais que... J'ai eu vraiment quelques minutes pour rigoler, parce que j'ai vu un journaliste qui voulait bien faire plaisir au chef de l'État. Mais lorsque maintenant... Giscard Poussema l'abbé présidentielle, c'est dans son... Non, l'abbé Cholet passe à la presse pour dire le contraire. Est-ce qu'il a bien servi son chef? Mais écoutez, je pense qu'on doit pouvoir voir à chaque fois, c'est d'abord l'intérêt du peuple dans tout ce que nous voulons faire. Et surtout lorsqu'on est dirigeant, on a des responsabilités. Et comme je l'ai dit, j'aime beaucoup me référer à la Constitution parce que cette Constitution, elle prescrit des infractions aussi graves, de haute trahison, de pillage des ressources, de ceci ou de cela, contre les dirigeants, quel que soit le niveau où ils sont en train de diriger l'État, de faire attention pour ne pas tomber dans ces infractions-là. Quand nous parlons des élections, nous ne sommes pas en train de parler de nos vies, nous parlons de la vie de la nation, de la vie du peuple congolais, qui souffre, qui attend à s'exprimer. C'est son droit le plus absolu qui lui est reconnu à l'article 5 de notre Constitution. Vous le savez. On ne peut pas être là, dans les bureaux, faire des calculs sur comment les élections seront proclamées demain, alors qu'on sait déjà, avant même que le processus ne soit engagé, qu'il y a des contestations. Où? Par qui? Mais par l'opposition, qui est dans la rue, par la société civile, sa grande majorité constituée de laïcs catholiques et protestants, qui sont avec nous, qui ont encore été encouragés par les évêques. Vous ou bien vous êtes avec eux? Parce non, c'est la même chose. J'ai reçu ici, sur ces plateaux, le président du Milapro, qui a dit qu'ils ont constaté que vous avez rejoint le mouvement, mais ils ne veulent pas les politiser, c'est-à-dire les considérer comme une plateforme d'expression de vous, acteurs politiques. Non, nous participons à ça parce que l'appel était clair, mais ce n'est pas à ça qu'on s'est fondu dans ça. Nous avons nos revendications politiques. Le processus électoral, c'est une affaire des composantes, des parties prenantes. Il y a donc la société civile dedans, il y a les partis politiques dedans. Donc c'est des forces sociales et des forces politiques qui se mettent ensemble pour conduire ces processus-là et lui donner toute la crédibilité qu'il faut. Oui. C'est cela. Oui. On est donc obligé de cheminer ensemble lorsque les revendications se croisent ou vont dans les mêmes directions. Mais aujourd'hui, reconnaissez que la société civile, comprise comme dans sa version ou confession religieuse, n'est plus un problème dans ces processus. Et que l'opposition, comme vous dites, c'est vous, les FCC, qui êtes restés peut-être
vous êtes lié par exemple à Martin Fayulu et la Mouka, mais l'histoire retiendra qu'il vous a été proposé les postes qui vous reviennent légalement à la CENI et qu'à ces jours, vous ne les avez pas occupés. Et que, eh bien, vous allez alors vous retrouver dans une situation où vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez que les élections s'organisent dans les temps indiqués par la loi, mais en même temps, vous ne voulez pas occuper les postes qui vous sont réservés à la CENI. Voilà pourquoi la CENI s'est mise en marche et il est temps que vous puissiez rejoindre ces trains. Vous ne pouvez pas dire, John, que la société civile ne pose plus de problèmes. Alors que les évêques même disent nous encourageons les laïcs catholiques à poursuivre leurs revendications citoyennes. On attend les prochaines marches. Ne parlez pas de la société civile dans le sens où elle a abdiqué à toute revendication. Peut-être pour les drames, mais légitime. En ce qui concerne la CENI, eh bien, même l'abbé Chollet a dit que, bon, je ne veux pas les paraphraser, mais en gros, Kadima est là, il y a des réglages à faire. Ça sera avec lui. Vous êtes sûr que lui a dit Kadima est là? Oui, le reste... Oui, ça sera avec ou sans lui, quoi. Non. De toute façon, John, je crois qu'ils se sont exprimés librement. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour la CENI maintenant? Parce que nous avons abordé les sujets. Vous avez battu beauté en touche jusqu'à ce jour. Comptez-vous revenir au bon sentiment pour prendre vos postes ou bien on ira comme ça à l'organisation des élections sans que ces postes soient occupés par vous? Peut-être d'autres se présenteront. Par nos actions, nous sommes en train de faire voir au régime actuel qu'il est responsable de la crise qu'il est en train de mettre dans le pays. Et pour rien, parce que en réalité, avec tous les moyens d'action qu'il a, les moyens du gouvernement d'action qu'il a, il ne serait pas le premier à avoir peur pour placer les gens déjà au niveau du ministère de la Justice, placer les gens à la Cour constitutionnelle, placer les gens à la CENI et se rassurer qu'il va voler demain les élections. C'est ça qui est un problème. Ça veut dire que la peur est dans le camp du pouvoir. Et que nous allons continuer notre bataille parce que c'est une bataille, si nous lâchons simplement, c'est la démocratie qui est en péril. Parce que demain, le plan qui est concocté, ce sera lequel? Ce sera même peut-être la révision de cette constitution. Demain, peut-être on ne parlera plus de la démocratie si nous laissons... La révision de la constitution est une question qui n'est pas d'aujourd'hui. Elle remonte à autant de temps, vu que cette constitution prévoit en elle-même la possibilité de la réviser, mais qu'il y a des dispositions jusqu'à ce jour. Prenez par exemple cette question de nationalité. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, avec nos jeunes footballeurs binationaux qui viennent jouer dans l'équipe nationale, eh bien cette question doit être remise sur la table, qu'on puisse l'aborder sans sentiment. Et il y en a beaucoup d'autres aussi. La révision de la Constitution aurait même pu être faite sous le régime précédent, ou bien, en tout cas, elle sera à l'ordre du jour, même dans les régimes à venir. Non, tu sais, la question même de la révision de la Constitution, si tu veux bien, elle est, comme vous le dites, c'est un mécanisme constitutionnel qui est prévu dedans. Oui. Mais vous ne pouvez pas prévoir la révision de la Constitution pour vider la Constitution actuelle de toute son essence. Non, bon, ça c'est la présomption. C'est la présomption, les soupçons, les suspicions sont légitimes dans l'état actuel à voir comment ce régime a violé systématiquement les dispositions essentielles de la Constitution pour, n'est-ce pas, rassurer ce qu'il y a eu comme basculement de la majorité. On a vu les interprétations qui venaient de la Cour, et ainsi de suite. Les exemples sont légion. Donc, même la question de la nationalité qu'on a souvent liée à l'instabilité de l'Est, en réalité, la Constitution a déjà résolu cela, qu'une quelconque guerre à l'Est ne peut plus se justifier après qu'il y ait eu cette Constitution qui reconnaisse, qui résout la divergence des dates par laquelle certains passaient
pour dire tel n'est pas congolais, tel ne l'est pas. Ça a déjà été résolu. Le grand problème, c'est quoi? C'est de l'étudier froidement. Par exemple, par rapport à l'évolution qui est dedans. Moi, j'ai toujours dit, si dans l'ancienne loi sur la nationalité, il était dit que la nationalité congolaise se perdait par l'acquisition d'une nouvelle, mais avec l'actuelle constitution, et dans la constitution, l'alinéa là est transformé parce que la nationalité congolaise, il est dit que la nationalité congolaise ne se détient pas concurremment avec une autre. Donc c'est la nôtre qui est jalouse par rapport aux nationalités étrangères. Vous avez parlé de ceux-là qui ont déjà obtenu d'autres nationalités. Je suis en train de suivre les médias où on revient sur le joueur qui a dit qu'il est gabonais, mais que pour enterrer son père, il veut venir l'enterrer ici. C'est parce que déjà cette constitution a déjà affirmé cela. C'est la nôtre qui est jalouse. On ne peut pas la perdre parce qu'on a obtenu l'autre. Mais le problème que nous devons accepter de couler sous la loi, c'est de dire, de le faire dans la loi, que quand tu as obtenu une autre nationalité, tu ne peux pas l'opposer parce que c'est la nôtre qui ne peut pas être concurrencée par une nouvelle. Tu ne peux pas l'opposer à ta nation pour aller créer des rébellions contre ton pays et ainsi de suite. Mais il y a encore aussi d'autres qui sont congolais, mais qui sont en espionnage, en intelligence avec les États qui sont en train de lorgner les richesses de notre pays. Mais tout ça aussi, c'est des questions à résoudre où il faut renforcer les sanctions contre tous ces gens-là, contre tous ces traîtres-là qui traitent avec les États étrangers contre les intérêts du pays. Notre constitution, donc, est suffisamment avancée dans ces matières-là. C'est des lois de mise en œuvre que nous devons mettre en place pour renforcer la sécurité, les frontières du pays, nos FARDC, nos services de sécurité. J'aimerais que vous puissiez alors clairement dire quelle est votre position sur la CENI. Vous occuperez ces postes ou pas? Non, on ne peut pas les occuper dans cette façon-là, sans qu'il y ait eu un consensus préalable, parce que c'est ce que nous avons dit. Encore? Mais bien sûr, Ngomba. Parce que vous savez que jusque-là, on a voté que la loi organique sur la CENI, et de la manière que ça a été voté. Mais sur le plan de réformes nécessaires sur les élections à venir, il y a encore la loi sur les élections qui devra être. Mais si on n'a pas déjà le premier consensus avec cette loi organique dans sa mise en œuvre, il y en a même qui vont dans son vote. Mais comment vous pensez que nous aurons un consensus avec la loi électorale? Non, on doit pouvoir recommencer. Il n'y a plus grand-chose. Il n'y a que la volonté du pouvoir actuel qui ne veut pas que les choses avancent parce qu'il voudrait un jour brandir cela pour dire « nous sommes déjà en retard et nous ne pouvons plus aller aux élections ». Non. Mais ça sera encore une fois... Ce serait comme les voleurs qui crient aux voleurs. Comment est-ce que vous dites que les régimes actuels ne veulent pas avancer alors que vous ne voulez même pas participer, occuper les postes qui vous sont réservés? Ce ne sont pas les postes qui sont importants. C'est le processus à lui-même qui doit être plus important. Et donc vous ne faites pas confiance à vos délégués parce que de l'intérieur, ça va être... quand même des gens qui peuvent vous donner toutes les informations fiables sur... C'est pas le problème des informations. Le problème... Est-ce que ce que vous dites en réalité ne révèle-t-il pas ce que vous avez déjà eu à faire par le temps passé? Non, justement, John. Je crois que le monde, les pays, un État est dirigé, surtout lorsque nous parlons de la démocratie, c'est dans le respect des valeurs. Il y a des valeurs qui sont déjà dans la loi, qui doivent être respectées si on veut avancer. Parce qu'hier, on nous a reproché beaucoup de choses par rapport à cela. Et il ne faut pas maintenant que ce qui a été reproché à l'ancien régime soit aujourd'hui, maintenant, le mode de règlement des questions essentielles de la nation. On a voté des lois, il y a des principes qu'il faut respecter, notamment l'impartialité, la neutralité pour les personnalités qui devront diriger. Alors, il faut accepter d'avancer tels que les principes ont été décidés. Mais si quelqu'un déjà veut aller en dehors des principes décidés, ça veut dire que déjà il annonce les couleurs, que les contestations, j'ai même lu dans les communiqués de presse de la CENCO,
que les contestations qui s'annoncent avant même que les élections ne viennent risquent de conduire notre pays dans les chaos, dans une crise qui va encore diviser les pays inutilement, alors que le souci de tout le monde, c'est de construire la cohésion nationale. C'est que le développement de ces pays bénéficie à toutes les provinces, à toutes les communautés de notre province. C'est ça l'idéal que nous poursuivons. Mais que lorsque ce régime vient avec un groupe d'individus qui veut s'accaparer de tout pour dire « ils ont fait ceci, nous voulons faire d'ailleurs mal que, pire que », là nous disons « nous allons vous stopper sur la route, vous n'allez pas continuer comme ça ». J'espère que vous êtes de bonne foi. Dites-moi, donc vous bottez en touche par rapport à la CENI, et donc vous serez quand même partie prenante aux élections de 2023. Non, mais qui va les organiser? Kadima, qui est contesté. Peut-être que les gens ne mesurent pas les mots qui sont sortis du communiqué de presse des Cinco qui discutaient sur ce poste de président de la République, parce que nous, ça ne nous concernait pas. Ça nous concernait dans le sens où, en réalité, la CENI entière doit être consensuelle. Les composantes par rapport au poste donné, lorsqu'ils sont d'accord, nous sommes tous d'accord, nous avançons. Mais lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous n'avançons pas, parce que nous ne voulons pas que quelqu'un profite d'une petite passerelle qui lui était accordée lorsque tout le monde disait Kabila bloque, les FCC bloquent, laissez Fachi diriger seul. Mais aujourd'hui, c'est même l'Église aussi catholique qui était d'accord avec ces schémas. C'est aujourd'hui l'Église qui dit « je ne suis pas d'accord avec ces confessions religieuses-là, nous constatons que nous n'avons pas les mêmes valeurs que nous défendons pour l'avènement d'une république à faveur du peuple. Et nous encourageons nos laïcs à aller, à poursuivre ces combats parce que c'est leur combat. » Voilà. Donc, John, je crois que les gens ne doivent pas se tromper. Nous nous battons pas pour nous-mêmes, nous nous battons pour les Congos. C'est depuis 60 que les gens se battaient, mais chaque fois il y a eu des fossoyeurs, des pourfendeurs. Vous entendre tenir ces discours, ça me fait quand même un effet, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans l'opposition aujourd'hui. Ah oui. Donc il y en avait qui doutaient encore? Non, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie dans ces pays, parce que hier c'est vous qui étiez au régime et qui étiez traité de tous ces mots. Je ne sais pas, dans ces laps de temps, c'est-à-dire depuis que vous n'avez plus le pouvoir, est-ce que la population congolaise a-t-elle déjà oublié les affres subies sous les régimes FCC au point de penser un seul instant lui confier une quelconque responsabilité, je veux dire les PPRD, évidemment qui est au cœur du FCC comme je l'ai dit tout à l'heure, lui confier de nouvelles responsabilités politiques en 2023. Et donc par conséquent, le fait que vous bottez en touche par rapport à la CENI et que vous dites que vous n'allez pas vous présenter, en réalité vous n'avez même pas besoin de vous présenter parce que vous n'obtiendrez aucun vote. John, c'est ça justement l'erreur du régime actuel qui croit qu'il doit rester là, ne rien faire, parce que le peuple va continuer à juger l'ancien régime pour les 18 ans, comme vous le dites. Ça c'est l'erreur. Parce qu'en réalité, dans une démocratie, si nous étions dans une démocratie, et ils devaient savoir que c'est eux qui sont en train d'être jugés aujourd'hui par leur régime. Et que nous, on a été jugés par les élections, et que donc notre candidat que nous avions, qui était le camarade Emmanuel Ramazani Shadari, a subi cette sanction populaire pour donner la voix à quelqu'un d'autre qui est là. Celui qui est là, il doit poser des actes à faveur de la population. Sinon, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? C'est que ce peuple qui est souverain est en train de faire la comparaison de celui qui était là pendant 18 ans, mais qui a trouvé les pays dans la merde, mais qui l'a relevé, il a reconstruit, en tout cas il a jeté tous les jalons pour refaire la politique et la stabilité politique dans notre pays, l'économie, le social dans notre pays. Donc il avait une vision, bien qu'il y ait eu des contraintes telles que les velléités de guerre M23, CNDP et ainsi de suite, avec nos voisins qui ne sont pas faciles à gérer, mais aujourd'hui le peuple comprend
que même la campagne depuis 2013, 2000, Kabila dégage, touche pas à ma constitution, c'était une campagne financée par les néo-impérialistes. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Vous convolez en juste noces avec Fayoulou. Bon, avec Fayoulou comme compatriote, tant que nous attendons les choses de la même façon, ils sont nombreux qui sont signataires de l'accord de Genève, qui ont rejoint Fachi, alors que Fachi avait dit qu'il renonçait à la signature de Genève. Ils sont nombreux. Fayoulou n'a pas fait la même route que les Katumbi, que les Jean-Pierre Bemba et les autres. Il n'y a pas que Fayoulou, il y a Imouzit aussi qui n'a pas fait la même route, qui continue à se battre aux côtés du peuple. Lorsque les autres sont en train de se battre pour leur ventre, pour leurs intérêts privés et les intérêts des étrangers. Et vous pensez que ce peuple-là n'est pas en train de faire un bon jugement par rapport à qui il faut aujourd'hui, ou sinon à 2023? Non, la campagne sera bonne. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est un processus électoral neutre, apaisé, démocratique, inclusif. Mais vouloir organiser les élections sans l'opposition, sans la société civile, ça ne passera pas. Nous souhaitons que le PPRD puisse battre la campagne, cette fois-là sans le moyen de l'État. Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous sentez un feedback avec la population qui vous digère beaucoup mieux qu'avant maintenant? En tout cas, je pense... un jour, quand je l'avais dit, je revenais de Goma, le chef-lieu de ma province d'origine, et quand j'annonçais aux gens que la population est en train de réclamer le retour d'Iraïs Joseph Kabila Kabange, ça fait chatouiller beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, c'est toutes les provinces qui reviennent sur ça. Et on comprend même l'acharnement, non, sur le retour. Ah bon? Sur le retour, en tout cas. Mais je crois qu'il ne va pas vous faire ce plaisir-là. Bon, il est indépendant, on ne peut pas l'obliger, parce que c'est un acte volontaire de chacun. Parce que pour les poser, il doit toujours peser les pour et les contre. Mais nous, en tant que membres de sa famille politique, nous sommes là pour promouvoir son leadership, l'image qu'il a donnée au moins lorsqu'il a pris ce pays et lorsqu'il l'a laissé. Nous devons en parler, nous devons dire les informations. Qui sera là après Fachi? Ce sera Fachi, ce sera quelqu'un d'autre, ça ne sera pas quelqu'un du PPRD, mais pourvu que ce soit le peuple qui gagne. C'est ce que nous disons. Et alors, pour cela, nous demandons des élections justes. Justes parce que c'est tout le monde qui a chanté hier qu'il nous faut améliorer. Nous avons fait ce que nous pouvions. Le pouvoir, en tout cas, aujourd'hui, à 2019, est passé entre les mains de l'opposition. Que l'opposition nous prouve que ce qui tenait hier comme discours, pour que ce pays soit réellement démocratique, qu'il nous prouve qu'il peut organiser des élections réellement libres, transparentes et indépendantes. Ouais, ça, c'est un vrai défi. Mais l'autre défi, c'est que vous, aujourd'hui, vous puissiez aller à la rencontre de la population dans la mesure où ce qui a manqué à votre force politique de l'époque, PPRD-FCC, eh bien, c'était cet ancrage populaire. Est-ce que vous mettez ce temps à profit pour vous rattraper? Non, John, tout ça, c'était toujours une mauvaise propagande autour du Raïs, parce que c'était une campagne, une propagande bien imaginée, bien montée, contre un nationaliste qui voyait son pays dans le sens où les richesses un jour profitent à notre pays. Et tout ça, la population comprend aujourd'hui. Donc, les mariages entre les FCC et tout ce qui revendique l'opposition et les peuples n'est plus mis en doute par qui que ce soit. On a organisé des marches. Nous sommes en contact avec les organisations de la société civile qui voient les choses de la même façon que nous, dans l'intérêt de la population, et je crois que nous avançons bien. Je suis rassuré. Parce qu'on ne voit pas le même engouement qu'à l'époque. Rien qu'à voir au siège du PPRD, ça ne désemplissait pas. Mais maintenant, c'est plutôt, ça s'est réduit en peau de chagrin. Est-ce que ce n'est pas un indicateur de votre descente aux enfers? John, le jour que nous allons nous réunir, je vais vous appeler et vous allez vous-même être étonné. J'étais la fois passée avec un autre journaliste qui est venu prendre l'interview sur place là-bas. Il était étonné. Le PPRD est encore là.
et il vit. Parce que c'est lui au moins qui a les mêmes discours que le peuple. Mais pourquoi vous voulez qu'il ne soit pas avec le peuple? Il est mieux, c'est tant mieux. Le PPRD et l'UDP sont de la même obédience politique. Ce sont des partis de la social-démocratie. Est-ce que un jour vous pourrez surmonter vos différends et tout ce qu'il y a eu comme querelle des clochers et vous retrouver? Bon, vous savez, les statuts des partis politiques, on sait les élaborer. Peut-être assez copier les uns les autres, les uns sur les autres. Mais nous, au-delà même des statuts tels qu'élaborés, comme vous l'avez dit, la social-démocratie, ça a été éprouvé par le président de la République qui, vous le savez, en tant que nationaliste, a réussi à faire inscrire dans la Constitution que ces pays soient d'abord sauvegardés dans l'unité, dans son intégralité et dans son unité. C'est donc ce que nous appelons, sous le plan de la forme de l'État, ce que nous appelons aujourd'hui régionalisme, et que certains professeurs comme le Vundwa appellent l'antichambre du fédéralisme. Ce que nous voulions, c'est qu'un jour, l'État soit ressenti jusqu'au plus bas des niveaux de l'État, donc dans nos villages. Et que si on a semblé perdre beaucoup de temps pour mettre en place les institutions nationales et aller au niveau des provinces, mais avec le régime actuel, il n'y a même plus de volonté, parce que même les provinces, les institutions provinciales sont tuées. Au Nord Kivu et au Sud Kivu, c'est un militaire qu'on met là-bas, mais entre-temps, ça crée des confusions entre les commandants des opérations Sokola et lui-même, les militaires, qui réellement a les fonds pour conduire l'état de siège. Ça crée des confusions, mais il n'y a plus de démocratie. Donc, nous allons dans des prolongations à prolongation de l'état de siège, mais ça qui ne donne aucun résultat. Aujourd'hui, on nous annonce que c'est l'Ouganda qui doit ramener ses troupes dans notre pays. Vous avez bien suivi les ministres de la communication qui se contredit du jour au lendemain. C'est hier qui disait qu'ils ne sont pas encore entrés sur le sol congolais, et aujourd'hui ils soutiennent les frappes opérées par l'armée ougandaise du territoire congolais. Je ne sais pas un Congolais s'il peut se féliciter de ces actions-là, parce que notre constitution, John, je crois l'article 62, même si les chefs de l'État... Pour terminer, allez-y. Si les chefs de l'État considéraient que l'État de siège est en train peut-être de souffrir dans les résultats, pourquoi ils ne mobilisent pas la nation? Parce qu'il y a l'article 68 où la sauvegarde de l'intégrité nationale, lorsque le pays est menacé par les forces extérieures, ce n'est pas simplement l'armée. Il peut mobiliser, c'est le devoir de tout citoyen. Pourquoi ils ne mobilisent pas les gens? Ils préfèrent appeler les armées étrangères. C'est ça le grand problème. Et quel pays? L'Ouganda et le Rwanda, ce sont les pays qui non seulement visent nos minéraux, visent nos ressources naturelles. Je ne voudrais pas sur ce point-là vous laisser aller plus loin, dans la mesure où, de la manière la plus officielle, le ministre de la Communication a dit que le gouvernement rwandais n'est pas... Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? L'armée rwandaise n'est pas sur notre territoire. Et ça, c'est juste... Mais qui peuvent frapper des chez nous. Hier, lundi 29 novembre, alors qu'aujourd'hui, nous produisons cette émission, nous enregistrons cette émission mardi 30 novembre. Alors, pour terminer, je vous redonne quand même, en 30 secondes, la parole. Non, en 30 secondes, le pays est en danger, le pays est en crise. Sous le plan politique, les processus électoraux pataugent. Tout ça parce que la volonté d'un seul homme, il ne veut rien attendre de ce qu'il y a un dialogue, de ce qu'il y a un consensus sur la composition de la CENI. Alors que sans CENI consensuelle, nous entrons dans une crise. Les évêques l'ont encore répété, nous le disons chaque jour. Sur le plan de la sécurité et de l'armée, nous décourageons notre armée. Si réellement il y a pareils accords pour que l'Ouganda commence à frapper nos territoires à partir de l'Ouganda, alors que nous savons que les EDF dont on parle, ils sont ougandais, non? Pourquoi ils ne vont pas chez eux aller dialoguer chez eux pour qu'ils viennent se battre? Parce que finalement, ils vont encore se battre avec les Rwandais chez nous, et ça sera des désastres. Je vous remercie. Merci John pour l'invitation. Merci à vous aussi qui nous avez suivis de partout. Au revoir et à bientôt.